Un policier tente de piéger une femme noire au tribunal, choqué lorsqu'elle prouve qu'elle est la procureure générale de l'État. Bonjour à tous et bienvenue sur La Voix de la Lutte. Avant de commencer, prenez 4 secondes pour vous abonner. À la fin de la vidéo, n'oubliez pas de la liker, cela nous soutient énormément. Dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Dans le tribunal animé du centre-ville d'Atlanta, un lieu qui avait vu son lot de triomphes et de tragédies, une rumeur se propageait dans les couloirs. Un affrontement houleux entre un policier vétéran et une femme noire accusée d'un délit présumé captivait l'attention. Ce qui semblait être une audience ordinaire allait bientôt prendre une tournure inattendue, déclenchant une onde de choc dans toute la salle d'audience. L'atmosphère était électrique. Tous les regards convergeaient vers la femme, dont le calme contrastait étrangement avec la gravité des accusations portées contre elle. En un instant, une simple déclaration allait renverser toutes les suppositions et bouleverser le cours des événements. Les vastes couloirs du tribunal du comté de Fulton résonnaient du va-et-vient incessant des avocats préoccupés, des greffiers vérifiant leurs dossiers et des témoins attendant leur tour. Le soleil du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant les sols en marbre poli. Malgré les efforts des fonctionnaires du tribunal pour maintenir l'ordre, une tension latente s'installait dès qu'une affaire sensationnelle était inscrite au rôle. Ce jour-là, une audience qui semblait anodine était prévue. Un policier du nom de Bradley Peterson, connu dans toute la ville, avait déposé une plainte contre une femme qu'il accusait de l'avoir agressée lors d'un contrôle routier. En temps normal, une telle affaire n'attirait pas une grande foule, mais des murmures laissaient entendre que quelque chose clochait dans cette histoire. L'accusée était arrivée seule, sans avocat à ses côtés. Pourtant, elle dégageait une dignité et une assurance qui troublaient même les plus stoïques. La salle d'audience 7B était modeste. Sous les lumières fluorescentes, les bancs usés grinçaient sous le poids des spectateurs curieux. Lorsque l'huissier annonça l'entrée du juge, un silence respectueux s'imposa. La Cour supérieure du comté de Fulton est maintenant en session. L'honorable juge Marcus Lynn préside. Le juge Lynn, un homme mesuré d'une 50aine d'années, était reconnu pour son impartialité. En entrant dans la salle vêtue de sa robe noire, son regard perçant parcourut l'assemblée, sentant que cette audience serait loin d'être ordinaire. Du côté de l'accusation, l'agent Bradley Peterson, en uniforme impeccable et badge poli, se tenait droit. Pourtant, malgré son apparence soignée, il paraissait tendu. Il s'attendait à voir un bataillon d'avocats défendre l'accusé. Mais il n'y avait qu'elle. Une femme noire élancée, vêtue d'un tailleur gris anthracite, avec un simple bracelet en or à son poignet. Quelques personnes dans la salle la reconnurent. Serena Monroe. Son nom circulait dans certains cercles, mais peu savaient exactement qui elle était. Ceux qui soupçonnaient son identité retenaient leur souffle, conscients que la vérité allait bouleverser le tribunal. Lorsque l'huissier énonça le numéro de l'affaire, l'agent Peterson se leva immédiatement, prêt à donner sa version des faits. Il raconta en détail comment il avait arrêté mademoiselle Monroe pour un feu arrière cassé. Selon lui, elle s'était montrée agressive et l'avait frappé à la poitrine lorsqu'il lui avait demandé ses papiers. Son récit, ponctué de mots soigneusement choisis pour la dépeindre comme une suspecte hostile, suivait un schéma trop souvent observé dans les tribunaux à travers le pays. Mais cette fois-ci, les choses allaient prendre une tournure inattendue. Le juge Lynn tourna son regard vers l'accusé. « Madame, avez-vous un avocat ?» Serena se leva, la posture impeccable. « Non, votre honneur. Je vais me représenter moi-même pour le moment. » Un murmure parcourut la salle. L'agent Peterson serra les lèvres. Il croyait avoir l'avantage. Une accusée sans avocat était généralement une cible facile. « Très bien, » répondit le juge d'un ton mesuré. « Nous allons procéder à l'audience préliminaire. » Le procès aurait dû suivre un schéma classique. L'accusation exposerait les charges, présenterait les preuves, et le juge déterminerait s'il existait des motifs suffisants pour aller plus loin. Mais ce jour-là, le tribunal allait assister à un renversement de situation spectaculaire. L'agent Peterson jeta un coup d'œil rapide vers le premier rang. Assis derrière la table de l'accusation, un substitut du procureur semblait étrangement nerveux. Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre d'un représentant du ministère public dans une affaire impliquant un policier, il n'avait pas l'air satisfait. Au contraire, il fixait Serena Monroe avec une inquiétude palpable, comme s'il tentait de se souvenir où il l'avait déjà vue. De son côté, Serena lui adressa un simple hochement de tête avant de reporter son attention sur le juge. L'agent Peterson poursuivit son récit.
Il expliqua que l'incident avait eu lieu près de Centennial Olympic Park, non loin du CNN Center. Il affirma que Mademoiselle Monroe avait refusé de lui présenter son permis, qu'elle s'était mise à crier en revendiquant ses droits, et qu'elle l'avait frappé lorsqu'il avait tenté d'ouvrir la portière. Son histoire semblait tenir la route, du moins en apparence. Il présenta même des photos de son uniforme légèrement déchiré à la manche et des éraflures sur ses chaussures. Mais il manquait une pièce essentielle, les images de la caméra corporelle. « Nous avons votre déclaration sous serment, agent Peterson, fit remarquer le juge Lynn. Mais aucune preuve vidéo ou audio de la part de votre service. » L'agent se racla la gorge. « C'est exact, votre honneur. Ma caméra était hors service ce jour-là. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Ce qui devait être une simple audience préliminaire prenait une tournure inattendue. Et Serena Monroe n'avait pas encore dit un mot en sa propre défense. C'était une malheureuse coïncidence. Une coïncidence, en effet, déclara le juge avec scepticisme. « Mademoiselle Monroe, avez-vous une déclaration à faire concernant ces accusations ?» Serena se leva, adressant un léger sourire poli au juge. « Oui, votre honneur. Tout d'abord, je tiens à souligner que l'heure présumée de cette interpellation ne correspond pas à ma présence à Centennial Olympic Park. En réalité, j'étais au tribunal pour une autre affaire, une audience que je supervisais dans le cadre de mes fonctions. » Elle s'interrompit, étudiant le visage de l'officier. « En tant que membre du système judiciaire du comté de Fulton, j'ai plusieurs témoins qui peuvent en attester. » Son ton était posé, dépourvu d'arrogance, mais ses paroles eurent un impact surprenant. Une vague de pressentiments parcourut l'audience, composée en grande partie d'avocats et d'étudiants en droit venus observer une affaire réelle. Elle poursuivit en fournissant des détails précis, jusqu'à la minute près, sur ses déplacements ce jour-là, et promit de produire des documents officiels. Le visage de l'agent Peterson pâlit un instant. Le procureur adjoint fronça les sourcils, tandis que le juge Lynn, consultant ses notes, arqua un sourcil. « Étant donné ces éléments, Mademoiselle Monroe, comptez-vous fournir des preuves documentaires de votre emploi du temps ?» demanda le juge Lynn. « Oui, votre honneur, » répondit-elle. « Mais ce n'est pas tout. J'ai également des raisons de croire que les accusations portées contre moi ne relèvent pas simplement d'une erreur d'identification. Elles sont délibérément mensongères. » Un murmure agité parcourut la salle. L'audience prenait une tournure inattendue. Ce qui avait commencé comme une simple audience pour une présumée agression allait bientôt se transformer en une révélation fracassante de secrets, de vendetta et de vérités choquantes. Lors d'une brève suspension, des rumeurs se propagèrent dans les couloirs du tribunal. Plusieurs jeunes avocats reconnurent Serena Monroe. Ils l'avaient vue lors d'événements majeurs où elle prononçait des discours percutants sur la réforme du système judiciaire. Des murmures circulaient. Certains pensaient qu'elle occupait un poste influent dans le système juridique de Géorgie. Quelques-uns supposaient qu'elle avait été récemment nommée conseillère spéciale, tandis que d'autres croyaient qu'elle était affiliée au bureau du procureur général. Ceux qui avaient l'oreille fine comprirent rapidement la vérité. Elle était en réalité la toute nouvelle procureure en chef de l'État de Géorgie, un poste supérieur à tous les membres du bureau du procureur du district. L'agent Peterson, malgré toute son assurance, ne l'avait jamais vue en tenue officielle et prétendait ne pas l'avoir reconnue lors du contrôle routier. Si les accusations contre lui étaient mensongères, les conséquences de s'en être pris à une autre fonctionnaire seraient désastreuses. Néanmoins, tout cela n'était que spéculation. Seule une poignée de membres du personnel connaissait l'identité exacte de Serena, et ils n'étaient pas du genre à alimenter les commérages. Ils étaient, cependant, discrètement indignés. « Tu l'as vue » chuchota un greffier à un collègue. « C'est bien elle, j'en suis certain. Elle a donné un discours le mois dernier au Martin Luther King Jr. Federal Building sur les abus des procureurs et la responsabilité des forces de l'ordre. Si l'agent Peterson a menti, mon Dieu, c'est un suicide professionnel, répondit l'autre greffier. L'information se répandit comme une traînée de poudre. Lorsque l'audience reprit, la salle était bondée, au point que certains durent rester debout. Même ceux qui étaient venus pour d'autres affaires trouvèrent des excuses pour rester. Le juge Lynn revint à son siège, notant l'augmentation de la foule. Il prit un moment pour rétablir le calme avant de se tourner vers la grande silhouette debout à la barre de la défense. « Mademoiselle Monroe, déclara-t-il prudemment, vous affirmez ne pas avoir été sur les lieux au moment des faits présumés. Pouvez-vous fournir vos preuves maintenant ? » « Oui, votre honneur. »
Elle s'avança vers le pupitre de la défense avec une assurance qui capta immédiatement l'attention de toute la salle. Elle tendit une liasse de documents au greffier du tribunal, qui les remit au juge. Voici des dossiers officiels, y compris des registres judiciaires et des relevés de sécurité de mon bureau. Comme vous pouvez le constater, j'étais en réunion avec plusieurs avocats jusqu'à 16h30 ce jour-là, puis j'ai assisté à une audience dans une autre salle d'audience immédiatement après. Elle marqua une pause avant d'ajouter. Il y a également des enregistrements de vidéosurveillance du bureau du procureur du comté de Fulton qui me montrent entrant et sortant aux heures exactes indiquées. Sa voix resta calme, son expression impassible. Pourtant, derrière cette sérénité, derrière son apparence calme, une vague d'indignation et peut-être même de tristesse grondait. Serena Monroe ne se contentait pas de se défendre, elle mettait en lumière un problème bien plus profond. Un officier assez audacieux pour fabriquer de fausses accusations et un système judiciaire prêt à les accepter sans remise en question, si elle n'avait été qu'une citoyenne ordinaire. Le visage de l'agent Peterson se crispait à chaque phrase. Il jetait des coups d'œil au juge, cherchant un signe de doute, mais le juge Lynn était un homme de preuves concrètes. Il examina les documents en silence, son expression se durcissant progressivement. « Officier Peterson, déclara-t-il d'un ton sévère, les preuves présentées par mademoiselle Monroe indiquent qu'elle se trouvait à un tout autre endroit au moment présumé de l'agression. Que répondez-vous » Peterson déglutit difficilement, tripotant nerveusement ses papiers-points, « Votre honneur, il doit y avoir une erreur dans leur mentionné. L'incident a peut-être eu lieu plus tard dans la soirée. J'ai dû noter l'heure incorrectement dans mon rapport. Mais ce n'était pas une simple approximation. Le décalage horaire qu'il évoquait était trop important pour être une erreur administrative. » Le regard du juge Lynn se fit perçant. Un silence pesant s'installa dans la salle. Certains commencèrent à percevoir que non seulement Serena Monroe allait être innocentée, mais que l'affaire risquait de se retourner contre l'agent Peterson. Alors que celui-ci tentait de modifier sa version, Serena s'avança à nouveau. « Votre honneur, le rapport officiel indique que l'agression s'est produite à exactement 15h15. Il est étrange que l'agent change maintenant sa version. Ce rapport a été rédigé sous serment, avec des horodatages précis. » Le juge Lynn tapota son stylo contre son bureau. « Officier, avez-vous une explication pour cette incohérence ?» La voix de Peterson trembla légèrement. « Comme je l'ai dit, il y a peut-être eu une confusion dans l'heure. La journée était chargée. » Chargée, certes, mais pas au point d'oublier de porter une accusation d'agression, coupa le juge avec un sourcil levé. « C'est grave, officier. La prévenue démontre qu'elle était à l'autre bout de la ville, et nous avons maintenant des raisons de croire que votre rapport est falsifié. » Peterson lança un regard assassin à Serena, comme s'il espérait la faire disparaître par la seule force de sa volonté. Puis, dans un ultime effort désespéré, il lança. « Votre honneur, mademoiselle Monroe manipule le système. Regardez tous ces documents qu'elle sort comme par magie. Qui nous dit qu'ils ne sont pas falsifiés? Elle n'est pas une citoyenne ordinaire. » Un murmure choqué parcourut la salle. Ses propos étaient non seulement infondés, mais révélaient aussi sa panique croissante. Le juge Lynn fronça les sourcils, son agacement perceptible. « Cela suffit. Mademoiselle Monroe, avez-vous d'autres éléments à ajouter avant que je ne prenne une décision sur la recevabilité des charges ?» Serena se dirigea vers sa table, prit un dossier noir élégant et revint se placer face à la cour. « Oui, votre honneur. Je peux également fournir des déclarations sous serment d'assistant du procureur qui étaient avec moi à l'heure présumée des faits, ainsi que des membres du personnel administratif, du service de sécurité et des représentants municipaux. Tous peuvent attester que je me trouvais en réunion au bureau du procureur du comté de Fulton. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer dans la salle. « De plus, poursuivit-elle, j'ai des enregistrements numériques du système de pointage du bâtiment, qui consignent précisément mes heures d'entrée et de sortie. Des vidéos de surveillance corroborent chaque donnée. » Elle s'éloigna du pupitre de la défense, laissant le silence peser sur la salle d'audience, qui retenait son souffle. Puis, avec un sourire mesuré, elle porta le coup de grâce. « Et si cela intéresse la cour, je peux aussi vous dire pourquoi ces témoins sont si certains de mon identité. Je ne suis pas simplement une avocate ou une employée du tribunal. Je suis la nouvelle procureure en chef de l'État de Géorgie. Mon nom est Serena Alicia Monroe. J'ai prêté serment il y a 2 mois devant le gouverneur Brian Kemp au Capitole de l'État de Géorgie. » Elle marqua une pause avant d'ajouter. «
J'espérais régler cette affaire discrètement, mais compte tenu des allégations persistantes et mensongères de l'agent Peterson, je n'ai d'autre choix que de clarifier qui je suis réellement. Un silence absolu s'abattit sur la salle. L'information se répandit comme une onde de choc. Les spectateurs se redressèrent, cherchant à mieux voir Serena. Le juge Lynn, pourtant habitué à garder son sang-froid, ne put dissimuler sa surprise. « Procureur Monroe », murmura-t-il, réfléchissant un instant avant de reprendre d'un ton plus officiel. « En effet, je me souviens avoir lu cette nomination. Félicitations. » Il reposa les documents avec gravité, jetant un regard sévère à l'agent Peterson, dont le visage était livide. Il comprit, avec une horreur grandissante, l'ampleur de son erreur. Dans la salle, les murmures s'intensifièrent, alimentant une tension électrique. L'instant d'après, le juge Lynn tapa légèrement son marteau sur son bureau. « Silence dans la salle », ordonna-t-il. « Nous allons maintenant poursuivre avec les conclusions. » La bataille venait de prendre une tournure inattendue, et l'issue ne faisait désormais plus de doute. Régler cette affaire. La révélation de l'identité de Serena Monroe déclencha une onde de choc qui ébranla la communauté juridique. La presse locale, avide de scandale, envoya immédiatement des reporters au tribunal pour recueillir les détails. Tout le monde pressentait un titre explosif. Un policier accuse à tort la procureure en chef de l'État. Dans les coulisses du tribunal, les membres du bureau du procureur échangeaient des regards inquiets. De son côté, l'agent Peterson semblait perdu, comme un homme s'accrochant désespérément à des bribes d'excuses dans la tempête qu'il avait lui-même déclenchée. S'il avait délibérément déposé de fausses accusations contre la plus haute autorité judiciaire de l'État, cela ne signifiait pas seulement sa chute, mais aussi celle de tous ceux impliqués dans cette tentative. Rachel Linden, procureure adjointe et amie proche de Serena, reçut un message d'un collègue. « Tu ne croiras jamais ce qui se passe en salle 7B. » Elle se précipita dans la galerie et reconnut immédiatement Serena. Son regard se durcit lorsqu'elle aperçut l'agent Peterson, un homme connu pour ses pratiques douteuses. Elle s'installa discrètement à l'arrière, impatiente de voir comment son ami allait réagir. Au pupitre de la défense, Serena resta calme et déterminée. « Votre honneur, étant donné les contradictions flagrantes dans le témoignage de l'agent Peterson, je demande l'abandon immédiat des charges à mon encontre. » La juge Lynn hocha la tête en consultant les preuves. « Mademoiselle Monroe, il n'y a aucun fondement juridique pour poursuivre cette affaire. Les éléments fournis démontrent clairement votre présence ailleurs au moment des faits, en contradiction avec les déclarations de l'agent Peterson. Je classe l'affaire sans suite. De plus, j'ordonne une enquête du bureau du procureur pour déterminer s'il y a eu parjure ou d'autres infractions. » Un tumulte secoua la salle d'audience. Certains applaudirent, d'autres restèrent bouche bée. Serena, bien que soulagée, demeura impassible. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un signal d'alarme. Combien d'autres innocents auraient pu être piégés de la même manière? L'agent Peterson se leva précipitamment. « Votre honneur, il s'agit d'un malentendu, je vous jure que je n'ai pas. » La juge Lynn abattit son marteau, imposant le silence. « Je vous conseille de prendre un avocat, agent Peterson. » L'audience est levée. Dans la confusion générale, les caméras des chaînes locales, ABC et Fox 5 Atlanta, se pressèrent devant les marches du tribunal. Serena prit une profonde inspiration, consciente que les prochaines minutes seraient cruciales pour l'opinion publique. Elle se fraya un chemin parmi les journalistes et se contenta d'un sourire mesuré et d'une déclaration sobre. « Je remercie la juge pour la rapidité avec laquelle elle a rejeté ces accusations infondées. » Pendant ce temps, l'agent Peterson quitta discrètement le tribunal par une sortie latérale, escorté par deux jeunes officiers visiblement troublés. Mais il ne pourrait pas fuir les conséquences de ses actes. Il avait déclenché une série d'événements qui risquaient de révéler bien d'autres abus, et il avait raison d'être inquiet. En fin d'après-midi, le tribunal était presque désert, mais l'écho de cette journée tumultueuse résonnait encore. Serena, seule sur un banc, contemplait les portraits des anciens juges accrochés au mur. Son esprit bouillonnait de pensées lorsqu'une silhouette familière s'approcha. Rachel Linden s'assit à ses côtés, l'étreignant fermement. « Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que tu vas bien ?» Serena laissa échapper un long soupir, relâchant enfin la tension accumulée. « Je suis secoué, mais ça va. Je savais que certains voulaient me faire tomber, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils iraient jusqu'à fabriquer de toutes pièces une accusation contre moi.
Rachel serra les poings. Tu es la procureure en chef de l'État, Serena. C'est insensé. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Serena hocha lentement la tête. J'ai une idée. Mon mandat inclut une enquête approfondie sur les abus de pouvoir dans la police, notamment sur les contrôles abusifs et l'usage excessif de la force. Peterson a peut-être voulu me faire taire avant que je ne creuse trop. Le visage de Rachel s'assombrit point, ce type a une réputation exécrable. On murmure depuis des années qu'il s'en prend aux plus vulnérables, mais il a toujours su passer entre les mailles du filet. Serena acquiesça. Plus maintenant. Aujourd'hui, c'était moi la cible, mais combien d'autres ont été broyés par un système qui protège des officiers comme lui? Je refuse de laisser passer ça. La détermination brûlait dans son regard. Si Peterson avait osé s'attaquer à la plus haute figure du parquet, combien d'innocents avaient déjà subi des injustices en silence? Il était temps d'agir. Le soir venu, Serena convoqua une réunion d'urgence avec son équipe au siège du département de la justice de Géorgie. L'atmosphère était électrique, empreinte de colère et de détermination. Ses collaborateurs, loyaux et engagés, réagirent avec indignation à l'annonce de ce scandale. « Nous devons compiler tout ce que nous avons sur Peterson », déclara Serena d'un ton ferme. Chaque plainte, chaque arrestation douteuse, chaque preuve de ses abus. Il faut bâtir un dossier en béton. S'il a enfreint la loi, nous le poursuivrons. Ce genre d'injustice doit cesser. Son équipe se mit immédiatement au travail, plongeant dans les archives, réexaminant des enregistrements et recoupant les témoignages. L'heure était venue d'exposer la vérité. En quelques heures, une montagne numérique de schémas suspects commença à émerger, d'anciennes plaintes non résolues, des plaignants épuisés qui avaient abandonné leur poursuite après avoir subi des intimidations, des agents ayant demandé leur mutation hors du commissariat de Peterson dans des circonstances énigmatiques. Peu à peu, un véritable réseau de corruption se dévoilait, et en son centre se trouvait l'agent Bradley Peterson. Pendant ce temps, l'actualité s'enflammait autour d'une affaire sensationnelle. Les médias titraient en lettres capitales. Un officier d'Atlanta accuse la procureure générale d'agression, l'affaire classée après une révélation choquante. Des experts débattaient des répercussions potentielles. Des militants prenaient d'assaut les réseaux sociaux, dénonçant l'injustice. Une femme innocente, bien que puissante, avait failli être piégée. D'autres soulignaient un fait alarmant. Si même la plus haute autorité judiciaire pouvait être prise pour cible, les citoyens ordinaires couraient un danger bien plus grand. Cette nuit-là, Serena resta tard à son bureau, les yeux rivés sur des documents, l'esprit en ébullition. Un mélange d'émotions la traversait, colère, soulagement, mais surtout une détermination renouvelée. Elle repensa à ses jeunes années, à cette résolution silencieuse mais inébranlable qu'il avait portée à travers ses études de droit à la John Marshall Law School d'Atlanta. On lui avait souvent fait comprendre, parfois ouvertement, parfois à demi-mot, qu'une femme noire issue de son milieu ne pourrait jamais atteindre le sommet de la hiérarchie judiciaire. Et pourtant, elle était là, plus résolue que jamais à ne pas laisser un officier corrompu anéantir le travail de toute une vie. Le lendemain matin, son téléphone ne cessa de vibrer sous les appels des journalistes et de ses soutiens. Elle déclina poliment les demandes d'interview, concentrée sur son enquête. Mais un appel retint son attention. « Bonjour, Paul. » Paul Reynolds, un avocat renommé pour la défense des droits civiques et des victimes de bavures policières, répondit d'un ton grave. « Serena, j'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé. D'abord, est-ce que tu vas bien? Ça a dû être terrifiant. Je vais bien, juste déçu. Cette affaire aurait pu ruiner ma carrière. Même si le juge ne l'avait cru qu'un instant, l'accusation d'agression aurait laissé une trace indélébile. Tu sais comment ces choses fonctionnent. Oui, et c'est justement pour ça que je t'appelle, enchaîna Paul. Je représente 2 familles dont les fils ont été arrêtés à tort par Peterson. Leurs plaintes ont été discrètement réglées à l'amiable après des mois d'intimidation. Je suis convaincu que la ville a utilisé de l'argent pour étouffer l'affaire. Si tu veux monter un dossier, tu devrais leur parler. Serena se redressa, soudainement en alerte. Je veux les rencontrer dès que possible. Tu peux arranger ça? Considère que c'est fait. Je te mettrai en contact avec eux cette semaine. En raccrochant, elle sentit un mince espoir se mêler à sa détermination farouche. Cette affaire dépassait largement son propre cas. C'était une opportunité de rendre justice à tous ceux dont la voix avait été systématiquement réduite au silence. Peu après, une visite inattendue se présenta à son bureau,
la capitaine Janice Moretti, de la division des affaires internes de la police d'Atlanta. Grande, au regard perçant, elle semblait tout voir sans jamais rien laisser paraître. « Miss Monroe, je tenais à vous présenter mes excuses en personne, » déclara Moretti. « Nous sommes conscients du fiasco qui s'est produit au tribunal. Ce n'est pas quelque chose que nous tolérons. Une enquête interne a déjà été ouverte sur l'agent Peterson. » Serena l'observa attentivement. « J'apprécie le geste, capitaine, mais soyons honnêtes. Ce n'est pas un cas isolé. Son dossier regorge de plaintes qui n'ont jamais été sérieusement traitées. Pourquoi maintenant ?» Moretti poussa un soupir las, son ton révélant une sincérité inhabituelle. Son père était un haut gradé, bien connecté, et cela l'a protégé pendant des années. Mais il a dépassé les bornes. On ne peut plus fermer les yeux, surtout après ce qu'il a tenté de faire à la procureure générale. Serena laissa échapper un rire amer. Donc, il a fallu qu'il s'en prenne à quelqu'un de puissant pour que l'on réagisse? Pas aux dizaines de victimes anonymes qu'il a déjà broyées? Le regard de Moretti vacilla, traversé par un éclat de regret. « Je suis ici pour que cela change. Nous allons coopérer pleinement avec votre enquête. Nous devons restaurer la confiance du public. » Serena hésita. Une part d'elle voulait exploser, lui rappeler que leur inaction passée les avait menés à ce point de rupture. Mais une autre partie, plus pragmatique, savait que de véritables avancées nécessitaient des alliances. « Très bien, capitaine. Travaillons ensemble. J'assignerai un responsable de mon bureau pour coordonner nos efforts. Il ne faudra laisser aucune pierre non retournée. » Moretti hocha la tête, soulagé. « Merci, Miss Monroe. Et, pour ce que ça vaut, je suis désolé que vous ayez eu à subir ça. » Serena acquiesça, mais une colère sourde couvait encore en elle. Les excuses arrivaient toujours trop tard. Désormais, elle agirait non pour elle-même, mais pour tous ceux qui, dans l'ombre, avaient crié sans jamais être entendus. Pendant ce temps, l'étau se resserrait autour de Peterson. Au sein de son commissariat, ses collègues le regardaient d'un œil méfiant. Ceux qui autrefois détournaient le regard face à ses méthodes commençaient à prendre leur distance. Les murmures dans les vestiaires se faisaient de plus en plus insistants. Il ferait mieux de prendre sa retraite avant que tout n'éclate. Mais Peterson n'était pas du genre à se laisser acculer. Un homme pris au piège peut devenir dangereux. Tard un soir, il s'introduisit dans la salle d'épreuve du commissariat, fouillant frénétiquement les dossiers. Il espérait détruire ou falsifier les traces compromettantes qui pourraient l'incriminer. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Moretti l'avait anticipé. Après l'incident au tribunal, elle avait fait installer des mesures de sécurité supplémentaires. Une caméra cachée enregistrait chacun de ses mouvements. Lorsqu'il réalisa que les registres étaient désormais numérisés et protégés par des cryptages quasi impossibles à contourner, il comprit qu'il était trop tard. Derrière lui, une voix ferme retentit. « Agent Peterson, éloignez-vous des dossiers et levez les mains bien en vue. » Le visage de Peterson se crispa de rage. Il savait qu'il n'avait plus d'issue. Faisant référence à des incidents survenus en l'espace de quelques heures. Une montagne numérique de schémas suspects commença à émerger, d'anciennes plaintes non résolues. Des plaignants épuisés ayant abandonné leur poursuite après avoir subi des intimidations, des officiers ayant demandé leur transfert hors du commissariat de Peterson. Dans des circonstances énigmatiques. Les fils s'entremêlaient pour tisser une tapisserie de corruption. Et en son centre se tenait l'officier Bradley Peterson. Pendant ce temps, le cycle médiatique s'enflammait autour d'une histoire sensationnelle. Les médias lançaient des titres accrocheurs comme « Un officier d'Atlanta accuse la procureure en chef d'agression, affaire classée après une révélation choquante. » Des experts débattaient des répercussions possibles. Des militants communautaires s'indignaient sur les réseaux sociaux, soulignant à quel point une femme innocente, même influente, avait failli être piégée par un système corrompu. D'autres faisaient remarquer que si même la procureure en chef pouvait être ciblée, alors les citoyens ordinaires étaient en danger bien plus grand. Ce soir-là, Serena resta tard dans son bureau. Les yeux rivés sur des documents, l'esprit en ébullition. Un tourbillon d'émotions la traversait, colère, soulagement, et une nouvelle vague de détermination. Elle repensa à ses jeunes années, à cette détermination silencieuse mais farouche, qui l'avait menée à obtenir son diplôme à la John Marshall Law School d'Atlanta.
Elle se rappela ces fois où on lui avait dit, parfois ouvertement, parfois de manière insidieuse, qu'une femme noire issue de son milieu ne pourrait jamais atteindre le sommet de la pyramide juridique. Et pourtant, elle y était. Et elle ne laisserait pas un policier corrompu anéantir tout ce qu'elle avait construit. Le lendemain matin, le téléphone de Serena ne cessa de vibrer, inondé d'appels de journalistes et de partisans. Elle déclina poliment toutes les interviews, se concentrant sur son enquête. Mais un appel retint son attention. Il s'agissait de Paul Reynolds, un avocat renommé pour défendre les victimes d'abus policiers. Elle répondit, épuisée. « Allô, Paul ? Serena, je t'appelle parce que j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. D'abord, est-ce que tu vas bien ? Ça a dû être horrible. Je vais bien, juste déçu. Ma carrière aurait pu être ruinée si le juge avait cru cet officier, ne serait-ce qu'un instant. Et même si j'avais été innocenté, l'ombre d'une arrestation ou d'une accusation d'agression aurait toujours plané sur moi. Tu sais comment ça fonctionne. Paul répondit d'une voix grave. Oui, je le sais. C'est pour ça que je t'appelle. Je représente 2 familles dont les fils ont été arrêtés à tort par Peterson. Leurs plaintes ont été discrètement réglées à l'amiable après des mois d'intimidation. Je crois que la ville a payé leur silence pour couvrir ses agissements. Si tu cherches à monter un dossier contre lui, tu devrais leur parler. Serena se redressa immédiatement. Je veux les rencontrer tout de suite. Organise ça, s'il te plaît. Paul promit de faire les présentations dans la semaine. En raccrochant, Serena sentit une lueur d'espoir se mêler à la détermination d'acier qui grandissait en elle. Cette affaire n'était plus seulement son combat personnel. C'était l'occasion de réparer des années d'injustice. Pour tous ceux dont la voix avait été systématiquement réduite au silence. Peu après, Serena reçut une visite inattendue dans son bureau. C'était la capitaine Janice Moretti, membre de la division des affaires internes de la police d'Atlanta. Grande et imposante, son regard perçant ne laissait rien lui échapper. Son arrivée était non annoncée, mais Serena l'invita à entrer. « Je voulais m'excuser personnellement, Miss Monroe, » dit Moretti. « Notre département est conscient du fiasco survenu au tribunal. Ce n'est pas quelque chose que nous cautionnons. Une enquête interne a déjà été ouverte sur l'officier Peterson. » Serena hocha la tête, scrutant le visage de la capitaine. « J'apprécie, mais soyons honnêtes. Ce n'est pas un incident isolé. Son dossier est truffé de plaintes jamais traitées sérieusement. Pourquoi réagir maintenant ?» Moretti poussa un long soupir, semblant à la fois fatigué et sincère. Le père de Peterson était un officier haut placé. Il avait des connexions qui l'ont protégé pendant des années. Mais trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus ignorer ce qui se passe, surtout après qu'il ait tenté de piéger la procureure en chef. Il y a des lignes qu'on ne peut pas franchir. Serena laissa échapper un rire amer. Il a fallu qu'il s'en prenne à une personne puissante, et non aux dizaines de victimes qu'il a probablement déjà détruites. Le regard de Moretti vacilla un instant, teinté de regret. « Je suis ici pour changer cela. Je vais coopérer pleinement à ton enquête. J'espère simplement que nous pourrons rétablir un minimum de confiance auprès de la population. Les gens sont en colère, et à juste titre. » Serena prit un moment pour réfléchir. Une partie d'elle voulait exploser. Rappeler à Moretti que l'aveuglement volontaire avait permis à Peterson de nuire pendant tant d'années. Mais l'autre, la plus pragmatique, savait que pour avancer réellement, elle devait créer des alliances. « D'accord, capitaine. Travaillons ensemble. Je vais désigner un contact dans mon bureau pour coordonner avec les affaires internes. Nous ne laisserons rien sous silence. » Moretti hocha la tête, visiblement soulagé. « Merci, Miss Monroe. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé que cela te soit arrivé. » Serena acquiesça légèrement. Mais une flamme de colère persistait en elle. Les excuses venaient maintenant qu'elle était en position de force. Elle se jura que ses actions serviraient. Ceux qui, dans l'ombre, avaient été abandonnés quand ils en avaient le plus besoin. Pendant que l'enquête de Serena progressait, l'officier Peterson se retrouva isolé dans son propre commissariat. Ses collègues,
qui autrefois détournaient le regard face à ses méthodes, prenaient désormais leur distance. Dans les vestiaires, certains murmuraient qu'il ferait mieux de prendre sa retraite avant que le scandale ne s'aggrave. Mais Peterson était un homme acculé. Et un homme acculé peut devenir dangereux. Une nuit, il s'introduisit clandestinement dans la salle d'épreuves du commissariat, fouillant parmi les dossiers, espérant en détruire ou en falsifier suffisamment pour échapper aux accusations. Ce qu'il ignorait, c'est que la capitaine Moretti avait anticipé sa tentative. Elle avait fait installer une caméra cachée, capturant chacun de ses gestes. Lorsqu'il réalisa que les registres étaient numériquement cryptés et pratiquement impossibles à modifier, il était trop tard. Des agents de sécurité, alertés par Moretti, l'attendaient à sa sortie. Officier Peterson lança l'un d'eux. « Éloignez-vous des dossiers et levez les mains bien en vue. » Le visage de Peterson se déforma sous la rage. Mais il n'eut d'autre choix que d'obtempérer. Escorté dans une salle d'interrogatoire, il trouva Moretti qui l'attendait, les bras croisés sur la poitrine. « Vous êtes suspendu, Peterson, en attendant la suite de l'enquête. » Il gronda. « J'ai des droits. »« Vous ne pouvez pas, oh que si, nous pouvons, » le coupa-t-elle. « Vous avez été filmé en train de tenter de falsifier des preuves. Ajoutez ça au fiasco du tribunal. Considérez-vous déjà chanceux d'être encore en liberté. » Pas menotté. Peterson lança un regard noir mais garda le silence. Il avait misé sur l'ancien système de protection, mais ce système s'effondrait autour de lui. Son père avait pris sa retraite des années auparavant, et la nouvelle génération de dirigeants était moins encline à le couvrir. Désormais, face à la réalité de perdre son insigne et sa pension, la désespoir de Peterson atteignit un nouveau sommet. Alors que le capitaine Moretti quittait la salle, Peterson resta seul, contemplant sa prochaine action. Il savait que tout cela dépassait une simple fausse accusation d'agression. Le bureau du procureur en chef, aux côtés des affaires internes, était en train de décortiquer chacune de ces interpellations douteuses. Ce n'était qu'une question de temps avant que le poids de la loi ne s'abatte entièrement sur lui. Pendant que Peterson mijotait dans son malheur, Serena et son équipe progressaient rapidement. Les familles représentées par Paul Reynolds se manifestèrent, témoignant de la manière dont leurs proches avaient été ciblés, harcelés et, dans certains cas, blessés par Peterson. Les dossiers révélaient des schémas suspects, des interpellations dans des quartiers majoritairement noirs ou immigrés, des accusations exagérées abandonnées par manque de preuves et des contraventions qui ne figuraient jamais dans les registres officiels. Un jeune homme du nom de Jamar Rogers, qui avait été battu par Peterson lors d'un contrôle de routine, raconta son histoire en larmes. « Il m'a dit que je ressemblais à un suspect dans un vol. Je revenais de mon service au Waffle House, encore en uniforme. Mon manager a essayé de parler en ma faveur, mais Peterson l'a menacé de l'arrêter aussi. J'ai passé une nuit en prison. Ils ont abandonné les charges le lendemain, mais j'avais perdu mon travail. J'étais trop effrayé pour porter plainte. » Serena écouta patiemment, la rage bouillonnant en elle. C'était une histoire bien trop familière, un jeune homme noir victime d'un officier qui ne subissait aucune réelle conséquence. Tandis que Jamar parlait, elle s'imaginait combien cela aurait pu être elle si elle n'avait pas porté l'uniforme du prestige et du pouvoir qu'elle détenait aujourd'hui. Pour le bien de tous, elle devait faire tomber Peterson. Les témoignages affluaient, brossant un portrait accablant d'un officier qui se croyait intouchable. À chaque récit, un schéma d'intimidation ou de corruption émergeait, des pots de vin en échange du silence, des menaces de réarrestation pour ceux qui parlaient et même des versements d'argent issus des fonds municipaux, approuvés par des supérieurs véreux. Certains politiciens locaux avaient détourné le regard. Le système était un labyrinthe de complicité, mais Serena était déterminée à le démêler. Tard dans la nuit, elle et les membres clés de son équipe se réunirent dans son bureau. Des boîtes de dossiers étaient éparpillées partout, des tasses de café et des emballages de repas jonchaient la table de conférence. La procureure adjointe Rachel Linden feuilleta un épais classeur en secouant la tête. « C'est encore pire que ce que je pensais, dit-elle. Il fait ça depuis des années. On a même quelques affaires d'homicide qui pourraient être liées, mais il va falloir creuser davantage. » Serena se massa les tempes. « Je veux construire un dossier en béton. Pas de faille, pas de technicité qui pourrait lui permettre d'échapper à la justice. On le charge avec tout ce qui est prouvé, parjure,
falsification de documents, violation des droits civiques, agression, tout. Et si on trouve des connexions avec des officiels municipaux qui l'ont couvert, on les poursuivra aussi. Une vague de détermination balaya l'équipe. Peterson était un adversaire redoutable, prêt à tout pour se défendre, mais ils avaient la loi et une montagne de preuves de leur côté. Avec une rapidité alarmante, le bureau du procureur de district, en collaboration avec le bureau du procureur de l'État sous la direction de Serena, rassembla suffisamment d'éléments pour présenter l'affaire devant un grand jury. L'audience de mise en accusation se tint dans le même tribunal où Peterson avait tenté de piéger Serena. Mais cette fois, les rôles étaient inversés. Au lieu d'occuper la table des procureurs, Peterson fut conduit par l'entrée arrière, escorté par des adjoints du shérif. La gravité de la situation était évidente. Détecteurs de métaux à chaque porte, gardes armés dans les couloirs, et journalistes parqués derrière des barrières désignées. Dehors, une foule s'était rassemblée avec des pancartes exigeant justice et responsabilité. Beaucoup portaient des t-shirts sur lesquels on pouvait lire « Nous soutenons Serena » ou « Justice pour Jamar ». À l'intérieur, le grand jury écouta attentivement alors que Serena Monroe et son équipe exposaient les preuves. Rapports internes, témoignages sous serment des victimes, falsification de documents officiels, et même une vidéo récemment découverte montrant Peterson essayant de manipuler des preuves. Pièce par pièce, ils construisirent un récit irréfutable d'abus de pouvoir. L'avocat de Peterson tenta de discréditer l'affaire en la qualifiant de chasse aux sorcières, pointant du doigt l'animosité entre son client et Serena Monroe. Mais la masse de preuves était trop accablante. Il ne s'agissait pas seulement de la parole de Serena contre celle de Peterson, mais de dizaines de témoignages cohérents, de preuves matérielles et des propres registres de son commissariat. Lorsque le jury délibéra, le verdict ne surprit personne. Plusieurs chefs d'inculpation furent retenus contre Peterson. Son avocat, le visage rouge de colère, s'empressa de l'évacuer du tribunal sous une pluie d'éclairs de flash. La vidéo de lui, menotté et conduit vers une voiture de police, se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information. Dans le tribunal, Serena se permit un bref instant de satisfaction. Mais elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Une mise en accusation n'était que la première étape. Un long procès se profilait, et Peterson était prêt à employer toutes les ruses possibles pour éviter une condamnation. Malgré tout, la machine de la justice était enfin en marche, portée par la vérité plutôt que par la dissimulation. Fidèle à lui-même, Peterson réagit avec férocité dans les médias. Il accorda une interview exclusive à un journal local sensationnaliste, clamant qu'il était victime d'un complot mené par des éléments radicaux anti-police et que les accusations contre lui étaient purement politiques. Il attaqua personnellement Serena Monroe, la qualifiant d'activiste déguisée en procureur, cherchant à faire tomber les bons policiers. Ces déclarations enflammèrent les tensions et un petit mais bruyant groupe de partisans se rassembla autour de lui, affirmant qu'il était une victime de la dictature du politiquement correct. Pour Serena, cette campagne de diffamation était prévisible mais troublante. Elle reçut des courriels et des appels menaçants, certains empreints de sous-entendus racistes. Certains messages allaient de simples avertissements voilés à des menaces de mort explicites. Les mesures de sécurité autour de son bureau furent renforcées, et son équipe devint plus vigilante. « Faites attention à toi », lui rappela plus d'une fois Rachel Linden. « Peterson est aux abois, et les gens désespérés sont dangereux. » Malgré la tension, Serena refusa de se laisser intimider. Elle poursuivit ses engagements publics et assista à un forum sur la réforme de la justice pénale au bâtiment fédéral Martin Luther King Jr. La salle était comble et l'émotion palpable. Les leaders communautaires la remercièrent pour exposer la corruption de Peterson. Les familles des victimes présumées de Peterson racontèrent en larmes leurs épreuves. Serena réagit avec compassion et détermination, promettant que son bureau veillerait à ce que le procès soit mené de manière juste et approfondie, et que rien ne serait laissé au hasard. En arrière-plan, la division des affaires internes élargit son enquête, découvrant d'autres officiers qui avaient fermé les yeux sur les actes de Peterson, ou pire encore, l'avaient aidé. Plusieurs hauts responsables du département de police se retrouvèrent sous le feu des projecteurs pour complicité. Certains commencèrent à collaborer, fournissant des preuves accablantes contre Peterson en échange de sanctions réduites. L'étau se resserrait, et la ville se préparait à un procès historique qui mettrait à l'épreuve l'intégrité de son système judiciaire. Le jour du procès de l'officier Peterson fut un véritable spectacle. Des journalistes du pays entier affluèrent à Atlanta, qualifiant l'affaire de « procès de la décennie » en raison de l'ampleur du scandale. Les marches du tribunal étaient envahies par des manifestants,
des militants des droits civiques et un petit groupe de partisans de Peterson. À l'intérieur, le juge Lynn présida une fois de plus, entouré d'avocats et de personnel judiciaire. Serena, en tant que procureur en chef de l'État, prit place à la table de l'accusation aux côtés de son principal avocat. Bien qu'elle ne soit pas chargée d'interroger directement les témoins, sa présence soulignait l'importance du procès. L'accusation présenta son dossier avec une précision méthodique. De nombreux témoins témoignèrent des arrestations abusives, des tactiques d'intimidation et des abus de pouvoir de Peterson. Des enregistrements de caméras corporelles d'autres agents, que Peterson n'avait pas pu falsifier, révélèrent son comportement agressif, ses insultes racistes et ses menaces contre des suspects. Des experts analysèrent les données, démontrant que Peterson ciblait de manière disproportionnée les minorités. Le coup de grâce vint avec les preuves de falsification. Des enregistrements de surveillance du dépôt de preuves du commissariat montrèrent Peterson en train de manipuler des éléments à charge. La défense tenta de discréditer les témoins, insinuant qu'ils étaient des criminels ou des opportunistes cherchant à obtenir des compensations financières. Mais ces attaques semblaient désespérées, manquant de cohérence. En revanche, les témoignages émouvants des victimes résonnaient puissamment dans la salle d'audience. Certaines s'effondrèrent en relatant comment elles avaient vécu dans la peur pendant des années. Le jury, composé d'un échantillon diversifié d'habitants d'Atlanta, parut profondément touché. Un témoignage particulièrement poignant fut celui de Maria Delgado, une mère célibataire dont le mari avait été injustement arrêté et détenu pendant près d'une semaine sur la base de fausses accusations de drogue. En pleurs, elle raconta comment leur famille avait été dévastée, suscitant la sympathie du jury. Peterson évita son regard, son expression restant figée tout au long des audiences. Serena resta impassible, bien que ses poings se serraient sous la table. Elle se souvenait du jour où elle avait elle-même été accusée à tort par Peterson. Voir aujourd'hui l'ampleur des souffrances qu'il avait infligées renforçait sa détermination à obtenir justice. Après des semaines de témoignages, de contre-interrogatoires et d'appels émotionnels, le procès toucha à sa fin. Le jury délibéra pendant 2 jours, la ville retenant son souffle. Lorsque le verdict fut rendu, la tension dans la salle était palpable. Sur l'accusation de falsification de documents officiels, le président du jury déclara « Nous, membres du jury, déclarons l'accusé, Bradley Peterson, coupable. » Un murmure traversa la salle, ponctué de soupirs et d'exclamations. Les yeux de Peterson cherchèrent frénétiquement une issue, tandis que son avocat restait figé. Sur l'accusation de parjure, le verdict fut le même. Coupable. Les flashs des caméras crépitèrent comme une salve de tambour. Dans la galerie, certains se cramponnèrent à leur siège, d'autres joignirent les mains en prière. Enfin, sur l'accusation de violation des droits civiques. Coupable. Les verdicts de culpabilité tombèrent un à un comme des coups de marteau. Peterson fut reconnu coupable de multiples infractions, dont des agressions et divers actes de faute professionnelle. La seule accusation sur laquelle le jury ne parvint pas à un consensus concernait un complot impliquant des responsables haut placés, mais cette affaire serait jugée séparément au civil. Lorsque le dernier verdict fut prononcé, un silence assourdissant s'abattit sur la salle. Le juge Lynn remercia le jury pour son service et fixa une date pour l'audience de la sentence. Il ordonna ensuite que Peterson soit immédiatement placé en détention. Alors que les agents s'approchaient pour l'escorter hors de la salle, Peterson éclata dans un accès de rage. « Ce n'est pas fini. Vous croyez avoir gagné? Vous allez tous le regretter. » Les agents de sécurité l'immobilisèrent rapidement et l'emmenèrent menotté, sous l'œil attentif des caméras. À l'extérieur, une clameur s'éleva. La foule célébrait le verdict, certains criant de joie. Un petit groupe de partisans de Peterson restait figé, leurs pancartes baissées. L'image de Peterson, autrefois imposant, s'évanouit dans l'anonymat du fourgon pénitentiaire, éclipsé par le triomphe collectif de ceux qui l'avaient opprimé. Dans les semaines suivantes, l'impact judiciaire se poursuivit. Des officiers de rang inférieur, désormais encouragés, dénoncèrent d'autres formes de corruption au sein de l'unité de Peterson. Une vaste réforme fut lancée, sous la supervision du capitaine Moretti, visant à revoir les politiques et procédures internes. Le département de police d'Atlanta s'engagea publiquement à instaurer une nouvelle ère de responsabilité. Mais les sceptiques restaient vigilants, méfiants face aux promesses non tenues. L'audience de la sentence de Peterson attira une nouvelle fois une attention médiatique massive.
Le juge Lin, faisant référence aux torts infligés tant aux victimes qu'à la confiance du public, a prononcé une sentence sévère, une longue peine de prison, des réparations aux victimes et la révocation de la certification de Peterson en tant qu'agent des forces de l'ordre. L'officier, autrefois sûr de lui et marchant avec assurance dans le commissariat, se tenait désormais enchaîné, les yeux vides et le visage marqué par l'amertume. À l'extérieur du tribunal, l'atmosphère était joyeuse pour de nombreuses familles des victimes de Peterson, qui s'embrassaient les larmes aux yeux. Les militants brandissaient des pancartes qualifiant cela de victoire pour la justice. Serena Monroe, debout au milieu de la foule, ressentait un soulagement mêlé de la compréhension que la lutte contre l'abus de pouvoir ne se limitait pas à un seul officier corrompu. Le système nécessitait une vigilance continue. Lors d'une petite conférence de presse, Serena prit la parole. Les caméras crépitaient et les micros se bousculaient pour capter ses propos. Ses mots étaient clairs et percutants. Ce qui s'est passé ici est plus qu'un simple procès. C'est une déclaration. Personne n'est au-dessus de la loi et personne n'est en dessous de sa protection. L'agent Peterson pensait que son insigne était un bouclier contre la responsabilité, mais aujourd'hui, la justice a triomphé. Nous devons rester vigilants. Il y a encore des failles dans notre système qui permettent de tels abus. Mon bureau et moi-même continuerons à lutter pour des réformes, afin que ce qui m'est arrivé, ainsi qu'à d'innombrables autres, ne se reproduise jamais. La foule éclata en applaudissements, les flashs des appareils photo immortalisant la détermination sur son visage. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle se permettait un instant de satisfaction sincère. La ville avait pris position, repoussant l'obscurité, du moins pour un temps. Dans les jours qui suivirent la condamnation de Peterson, Serena fut inondée de lettres et de courriels de citoyens reconnaissants. Beaucoup la qualifièrent de championne, et certaines communautés demandèrent sa présence lors de réunions publiques pour discuter de réformes policières plus larges. Elle se rendit dans des quartiers jadis terrorisés par Peterson, serrant la main d'anciens qui la remerciaient d'avoir restauré une certaine foi dans le système judiciaire. À son bureau, les membres de son équipe, qui avaient travaillé sans relâche sur l'affaire, se félicitaient de cette victoire ensemble. Ils compilèrent des preuves supplémentaires pour poursuivre les responsables de l'impunité de Peterson. Quelques responsables locaux démissionnèrent avant de faire face à des accusations formelles, leur départ soudain suggérant des couches plus profondes de culpabilité. La promesse de Serena de ne laisser aucune pierre non retournée se poursuivait sans relâche. Rachel Linden, qui avait soutenu Serena depuis le début, suggéra une pause bien méritée. Elles partagèrent un moment chaleureux de camaraderie en réfléchissant à la manière dont cette affaire les avait transformées toutes les deux. Elles étaient entrées dans la profession juridique pour défendre la justice, et bien que le parcours ait souvent été semé d'embûches et de désillusions, le goût de la victoire, authentique et significative, était doux. Pendant ce temps, la ville avançait. Le nettoyage au sein du département de police suscita des éloges prudents, et les programmes de sensibilisation communautaire prospéraient, comblant des lacunes longtemps négligées. Le nom de Serena Monroe était désormais synonyme d'intégrité et de résilience. Lors de l'une de ses dernières soirées, avant de prendre une courte pause personnelle, Serena se promena seule dans les couloirs silencieux du tribunal du comté de Fulton. Le silence qui régnait maintenant semblait paisible plutôt que menaçant. Elle s'arrêta près du banc où elle s'était assise pour se ressaisir, se souvenant de ce jour surréaliste où l'officier Peterson avait presque réussi à la piéger. À ce moment-là, elle se permit un sourire. La justice n'avait pas seulement lavé son honneur, mais elle avait aussi déclenché un mouvement pour tenir les puissants responsables. Peu importe les batailles à venir, elle se sentait prête, sachant que la persévérance, la vérité et la volonté collective de faire mieux guideraient son chemin. Elle quitta le tribunal, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. L'écho de ses pas s'éteignait peu à peu dans la distance. Un nouveau chapitre commençait pour elle, pour Atlanta et pour les innombrables personnes qui regardent le système judiciaire avec un espoir renouvelé. Ce face-à-face électrisant dans le tribunal du comté de Fulton prouve que la vérité détient encore un pouvoir immense, même lorsqu'elle fait face à la tromperie des plus hauts niveaux. La lutte triomphante pour la justice menée par Serena Monroe marque le début d'un grand réveil, un engagement renouvelé pour garantir que chaque insigne représente l'intégrité, et non l'intimidation. En exposant la faute de l'agent Peterson, un message résonne bien au-delà d'Atlanta. Personne n'est trop puissant pour être tenu responsable et aucune communauté n'est trop silencieuse pour demander réparation. Cette lueur d'espoir continuera à nous guider tandis que nous œuvrons pour bâtir un système où l'équité est la norme et où la corruption n'a aucun refuge. Si vous avez été touché par cette histoire de résilience et de courage moral, veuillez aimer cette vidéo, la partager pour maintenir la conversation vivante, et vous abonner pour plus d'histoires qui défendent la vérité et la justice.
Votre voix compte, amplifions-la ensemble.